Alors, bonjour à vous tous. On se retrouve ce soir donc pour un live envoyé dans un environnement auquel je suis pas tout à fait habituée. Je n'ai pas mon tableau noir, donc je vais faire sans. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver en tout cas sur ce live Facebook. Donc aujourd'hui, vous me voyez un petit peu palichonne et vous allez voir, j'éternue beaucoup, j'ai le rhume des foins, comme chaque année depuis 30 ans, malgré tout. Donc voilà, ne vous étonnez pas de ma mine un peu palichonne, c'est fatigant et puis j'éternue beaucoup. Bref, maintenant que j'ai dit ça en introduction, nous allons donc faire un live tout à fait particulier ce soir, en tout cas quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, puisque ce soir je vais vous parler de micronutrition, c'est-à-dire un petit peu de l'usage, du mode d'emploi, des précautions d'emploi et des avantages des compléments alimentaires, des vitamines, des minéraux, etc. Donc voilà un petit peu l'idée. Alors l'idée c'est aussi d'expliquer un peu ce qu'on fait en micronutrition, hein, parce que très bien, vous allez voir que souvent, il y a des personnes qui me disent ouais, c'est magnésium, machin, etc. On va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça, d'abord, et puis d'autre part, de voir que ça a une place tout à fait intéressante pour nous naturaux, mais pas seulement pour quantité de thérapeutes, pour permettre d'aller un petit peu plus loin dans les soins, etc. Et de montrer aussi, c'est ça qui tenait à cœur, pourquoi aujourd'hui, alors c'est vrai que peut-être dans les années 70, pardonnez-moi, ça va être terrible ce soir. Dans les années 70, effectivement, on n'utilisait pas forcément, on n'avait pas forcément besoin de ces compléments. Mais aujourd'hui, hein, on va voir que malheureusement, ils deviennent un peu incontournables. Et voilà, c'est un constat assez terrible, mais je vais aussi essayer de vous expliquer les raisons de cela. Donc ce soir, on se retrouve sur 3 plateformes, je crois, Facebook, YouTube, LinkedIn. Et écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Alors, il y a des gens que forcément, je connais, d'autres que je connais moins. Bonsoir à tous. Donc, j'ai 2 chats, donc vous allez me voir à droite, à gauche, c'est-à-dire que j'ai plein d'écrans autour de moi, dont ici 2 chats. Donc, je vais essayer de suivre tant que faire possible, hein. C'est pas voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire d'abord si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien renifler, si vous me voyez bien éternuer, déjà. Et puis, pourquoi pas de me dire aussi un peu qui vous êtes, si vous êtes déjà naturo, intéressé par la micronut, autre forme de thérapeute, ou encore si vous êtes élève, que vous me connaissez personnellement, je sais qu'il y en a quelques-uns, etc., etc. Donc voilà, et puis de où vous me parlez. Donc voilà, parce que je crois que c'est intéressant qu'on fasse un petit peu connaissance, le temps aussi que toutes les personnes qui ont un petit peu de retard arrivent. Donc voilà, ça a l'air d'être OK, hein. Bonsoir, bonsoir Christelle, bonsoir Catherine. Il y a des noms que je connais déjà, Leïla aussi. Ima, bonsoir Ima, que je connais par ailleurs. Fanny, bonsoir. Bonsoir Isaline, bonsoir Manuela. J'ai dit donc, je ne sais pas si je vais me repérer dans toutes ces fenêtres. Voilà, bonsoir à vous. Voilà, élève naturaux de Saint-Omer, bonsoir Isaline. Voilà, du Nord. Très bien, Dalila. Voilà, Ma qui est conseillère en produits naturels, bientôt élève à l'ESN, c'est super. Ah oui, alors il y a beaucoup je dis de mes étudiants. Pardonnez-moi ce pronom possessif, mais ça résume un petit peu, voilà. OK. Bonsoir Delphes, bonsoir Laetitia. Voilà, coach en santé et bien-être, très bien. Bonsoir Margot. Bonsoir à vous tous parce que vraiment ça me fait plaisir hein, que vous soyez déjà tous là. Et on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet parce que vous allez voir que en fin de live, euh, Juliette va venir me rejoindre pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va proposer parce qu'on a une petite surprise à vous proposer, vous vous doutez bien. Donc on va faire une petite introduction. Je vais revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est que ces micronutriments, hein. On va voir un petit peu aussi depuis quand on les connaît. Vous allez voir que on les connaît depuis pas si longtemps que ça, hein. C'est assez récent finalement, hein. On va voir aussi les causes de déficience, d'accord. Et puis ensuite, on verra 3 compléments. Alors, je les ai choisis comme ça. J'aurais pu choisir plein d'autres, hein, mais j'ai envie de vous parler de la vitamine D, du fer et du magnésium. J'aurais bien aimé aussi vous parler des oméga 3, mais malheureusement, je pense que je n'aurai pas le temps. Donc déjà, on va se cantonner à ça et ce sera déjà pas mal pour ce live.
Alors bonsoir à tous ceux, voilà, bonsoir Aurélie, élève pédagogie Côte d'Armor, super. Donc vous allez voir que, voilà. Alors d'abord, j'avais envie de vous raconter un peu ma passion pour la micronutrition et mon amour, c'est pas, finalement, c'est pas si superlatif que ça. Donc figurez-vous, bah, comme vous, hein, pour les futurs naturaux, que j'ai été moi aussi, en école de naturaux et puis moi j'étais, passionnée, mais pas partout. Et il y avait des choses qui m'allaient pas du tout, parce que moi, j'avais déjà une grosse culture médicale, une culture scientifique. Il y avait des sujets, alors là, je comprenais pas très bien. Bon. Et puis un jour, en fin de première année, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais continuer? Parce que vraiment, je me sentais pas à l'aise, ça n'allait pas. Et j'ai eu la chance d'assister, alors je sais plus comment j'avais appris, au dernier séminaire que faisait le docteur Jean-Paul Curtet. Vous regarderez sur internet, ça vous intéresse, à Paris. C'était vraiment sa dernière année. Et donc, je suis allée à son cours. Donc, ça durait le samedi, dimanche. Ça coûtait assez cher. Mais voilà, je me suis retrouvée dans la salle. Et là, j'ai rencontré, juste avant que débute le cours, donc il y avait plein de monde. Je me suis assise derrière. J'étais toute intimidée parce que les gens avaient l'air de savoir plein de choses et moi, je connaissais rien. Et puis, je rencontre une dame, ce qui s'avérera être plus tard la compagne de Monsieur Curtet, me dire, tu sais, en général, quand on vient ici, on met le doigt dans l'engrenage. Et en général, la micronutrition, après, tu prends, tu te mets tout le bras dans l'engrenage. Je me suis dit, ah bon. Donc j'ai assisté au cours et je n'ai rien compris. Mais rien du tout. J'étais complètement larguée. Et je me disais, ah ça, mais alors ça m'a intéressée. D'un seul coup, j'ai vu que il y avait des choses dont on nous parlait en naturo, mais qui se ressemblaient beaucoup, mais il y avait des études, mais il y avait un discours scientifique, il y avait quelque chose, il y avait, voilà. Et là, je me suis dit, c'est génial. Et donc, j'ai commencé comme ça. Moi qui étais rentrée en natura et pour les huiles essentielles, ben, j'ai fait un gros virage. Donc, j'ai suivi comme ça Jean-Paul pendant 2 années. Et je me suis dit: «C'est super», mais Jean-Paul, c'était super parce que c'était du pratico-pratique et tout, mais moi, il me manquait de la biochimie. Je voulais comprendre le pourquoi du comment parce que j'ai toujours été comme ça et donc j'ai ensuite enchaîné avec le professeur Castronovo et j'ai fait 3 ans avec lui et j'ai même eu son DU. Donc j'ai eu 2 DU de micronut et voilà et c'est comme ça que je me suis mais complètement passionnée pour la micronutrition et j'ai trouvé que c'était absolument, génial. Voilà. Et non seulement ça, mais c'est qu'en plus, j'ai vu que finalement en micronut, on abordait les mêmes notions qu'on pouvait aborder en naturo, mais avec quelque chose qui, moi, me faisait beaucoup plus sens pour moi, hein. Et donc c'est un peu comme ça. Et puis maintenant, j'ai la chance de pouvoir l'enseigner à l'école de santé naturelle où les cours vont démarrer en septembre. Et puis vous allez voir un petit peu, on a envie aussi de faire ça de façon plus professionnelle pour d'autres thérapeutes, pour que vous puissiez avoir les bases, pour vous permettre justement d'utiliser correctement les compléments alimentaires. Parce que le problème, c'est que ce sont des substances actives, faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et souvent, malheureusement, les gens font absolument n'importe quoi avec ça. Et ça peut poser des problèmes à terme, hein. Ah, bah Mac qui dit le professeur Castronovo est génialissime en conférence. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais ce sont des gens vraiment bien. Ok. Donc, bah, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Puis, bah, je vais. Voilà. Donc, pour beaucoup, bah, la micronutrition, c'est juste la consommation de compléments alimentaires. Voilà. C'est genre, bah, ça va pas, j'ai la grippe, je prends de la vitamine C. Je prends du magnésium marin parce qu'on m'a dit que c'était bon. Et puis, je prends de la vitamine D parce que mon médecin il me donne des ampoules. Et puis, ça s'arrête à peu près là. Sauf que, un, toutes ces substances sont actives et donc elles peuvent être dangereuses, hein. Et deux, leur emploi nécessite, je dirais, des compétences. Et c'est ces compétences-là que moi j'ai envie d'enseigner au sein de l'école de santé naturelle et en dehors. Et en dehors. Alors, mais essentiellement au sein de l'école de santé naturelle. Alors, donc, ces compléments aussi, en plus, vont souvent faire débat, hein. Vous allez avoir parmi les naturaux, là, et je pense qu'il y en a pas mal qui nous écoutent, qui disent, bah ouais, mais une assiette bien équilibrée suffit à combler nos besoins. Et moi, j'ai des collègues qui disent ça assez régulièrement. Et puis pour d'autres, les compléments alimentaires, ça pourrait être bien, mais c'est très dangereux, hein. Et enfin, les derniers estiment, dont je fais partie, qu'il est nécessaire d'en prendre. Alors, où est la vérité là-dedans? Qui a tort, qui a raison? Bah, vous allez voir que la vérité se situe entre tout ça, hein, et on va voir un petit peu comment faire. Alors, on va refaire un petit peu pour ceux qui n'y connaissent, qui n'ont pas encore ces notions-là, ou même ceux qui les ont déjà, c'est pas grave, ça fait des rappels, ça fait jamais mal. Donc, l'alimentation,
notre alimentation, elle se décompose en 2 grandes classes. Donc ce qu'on appelle, pardon, les macronutriments, donc les oses, enfin les acides aminés qu'on retrouve dans les protéines, les oses qu'on va retrouver bah, dans nos glucides et les acides gras qu'on retrouve dans les lipides. D'accord? Et donc voilà, ça c'est les macronutriments. Et puis on va avoir les micronutriments avec dans lesquels on va retrouver les vitamines, les minéraux, les polyphénols, les probiotiques, les acides gras, certains acides gras, les oméga 3, les oméga 6. Hein. Donc, on connaît bien les macronutriments, hein, on les connaît tous et on sait très bien qu'ils sont nécessaires pour notre survie, mais on connaît beaucoup moins bien les micronutriments parce que c'est plus complexe, parce que c'est plus récent comme science aussi, hein, et pour autant, ils sont tout aussi essentiels à notre survie. Si vous êtes carencé en vitamine C, on peut en mourir. Hein. Une carence en fer, on peut en mourir. Une carence en iode, on devient crétin, hein, crétin des Alpes, c'est exactement ça. Donc vous comprenez l'importance de ça et donc c'est très important, non seulement pour notre santé, mais aussi, ne serait-ce que pour notre forme. Hein. Alors, revenons un petit peu sur l'historique de tout ça pour que vous compreniez ces micronutriments, ont un usage, sont récentes en fait, c'est une connaissance récente. Donc en 1906, dans un discours, Frédéric Golland Hopkins, c'est lui, c'est l'hôpital Hopkins, hein, c'est lui, hein, de l'université de Cambridge, je pense, je dis ça, mais je me dis que bon, bref. Bref, Frédéric Hopkins suggérait qu'il existait certains facteurs présents dans le lait qui permettaient la croissance des souris. Il dit, tiens, c'est curieux, je comprends pas, voilà. Et donc ça, c'était en 1906. Et en 1912, il publie un ouvrage où il nomme ces éléments comme des substances accessoires, mais nécessaires. Un peu plus tard, c'est à peu près dans les mêmes époques, vous avez Eichmann, je suis désolée pour et Green sont des Néerlandais, me semble-t-il. Ils ont fait l'expérience sur des poulets et ils ont découvert que le beriberi était causé par l'absence d'une substance naturelle présente dans l'enveloppe du riz. Ils se sont dit, tiens, c'est curieux. En 1911, vous avez Casimir Funk, ce monsieur que nous voyons en dessous. Hein, c'est un biochimiste d'origine polonaise qui a isolé dans l'enveloppe du grain de riz une substance active contre une maladie alors très grave, le fameux beriberi, qui faisait une hécatombe, ce beriberi. Et alors, il a nommé cette substance vitamine, c'est de lui. Hein. Alors, en fait, au départ, si j'ai bien lu, il l'a appelée la vitamine A. A parce que c'était la première qui découvrait. Puis finalement, sa nomination a changé. Et en fait, il s'agit de la vitamine B1, qui s'appelle aussi la thiamine. Hein. Et c'est cette découverte qui lui a valu quand même le prix Nobel en 1929. Hein. Et puis depuis, il y a plein d'autres vitamines qui ont été découvertes. Hein. Certaines, comme les vitamines du groupe B, qui sont hydrosolubles, et d'autres, comme les vitamines D, qui elle est liposoluble. Et là, il y a une petite coquille, pardonnez-moi, dans mon PowerPoint. Alors ça, c'est pour les vitamines. Un monsieur dont on parle très très souvent en école de naturo, c'est ce cher Gabriel Bertrand, qui en 1937, alors lui c'était un biologiste et un chimiste de l'Institut Pasteur, donc c'était quand même pas n'importe qui, a mis en évidence la présence de métaux et métalloïdes, c'est comme ça que lui il disait, hein, dans les organismes vivants, les plantes et les animaux. Hein. Et il les appelait oligo-éléments. Oligo veut dire toute petite quantité. Donc il s'est dit, tiens, c'est quand même curieux, mais dans les animaux, dans les plantes, on retrouve les mêmes éléments en toute petite quantité, mais ils sont présents de façon constante. Donc ils doivent avoir leur importance. Et c'est comme ça qu'il a découvert les oligo-éléments. On continue cette historique. Vous avez évidemment aux États-Unis un Roger Williams dont on n'a pas trop gardé mais Linus Pauling, pardon, lui on le connaît parce qu'il a beaucoup travaillé sur la vitamine C, sont aux États-Unis les deux initiateurs de la micronutrition, hein, qu'ils appelaient, me semble-t-il, à l'époque la médecine orthomoléculaire. Hein. Et Roger Williams, lui, c'était un biochimiste américain. Hein, et en 1977, dans un livre qu'il appelle The Wonderful World Within You, il insiste sur le fait qu'il est nécessaire de considérer l'ensemble des nutriments. Et Linus Pauling, lui, en 1954, vous voyez, ça fait un peu plus de 70 ans quand même, hein,
il formalise le concept de médecine orthomoléculaire. Et là, j'ai repris ces termes qui visent à préserver le meilleur état de santé possible par des variations de concentration de substances indispensables à la santé et qu'on trouve normalement dans l'organisme. Vous voyez? Et donc, c'est quand même tout à fait, on voit que c'est quand même une discipline assez récente. La micronute, en fait, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça date à peu près des années 90. Et en France, on va avoir donc le docteur Christian Leclerc, hein, le docteur Jean-Paul Curtet qui ont beaucoup œuvré là-dessus. En Belgique, parce qu'il est belge, vous avez le professeur Vincent Castronovo qui, lui, a étudié puis enseigné l'importance des micronutriments pour une santé optimale. Hein. Et des diplômes universitaires se sont même créés au sein des universités, j'en ai eu 2, qui donc montrent que quand même cette discipline est tout à fait prise en considération par l'université. Ce qui n'est pas le cas de la naturo. Hein. Quand il y aura des DU de naturopathie dans les universités, moi je serai sans doute plus là depuis belle lurette. Alors voilà un petit peu. Alors je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais regarder si vous me... attends, là, voilà, je vais regarder. Ok. Non, il n'y a pas vraiment de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, bah là, c'était un petit peu des notions rapides. Hein. Donc, je reviens sur les notions intéressantes. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions. De toute façon, on est là. Bah oui, Tess, là, j'avais justement une séance de réponse aux questions. Donc, si vous avez une question, bah, n'hésitez pas à la poser. Hein. J'essaierai de la regarder en chemin. Hein. Parce qu'évidemment, je pense que les questions ne vont pas manquer. Donc, macronutriments, je vous l'ai dit, ose, acides gras minéraux, micronutriments, vitamines, minéraux, polyphénols, probiotiques, oméga 3, oméga 6. Hein. Les macronutriments vont plutôt être dédiés à l'énergie, à apporter de l'énergie, à fabriquer de nouveaux tissus, alors que les micronutriments, eux, vont être essentiels pour les grandes fonctions enzymatiques, c'est-à-dire pour justement pour fabriquer des tissus, déjà pour les défabriquer, puisque la digestion, on les défabrique, hein. Puis pour les refabriquer, les enzymes sont au cœur de ces événements-là. Et donc, du coup, c'est là où les micronutriments vont avoir leur intérêt. Alors, c'est schématique, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous puissiez comprendre la substantifique moelle. Après, il faut se former, hein, c'est toujours pareil. Alors, il y a une notion quand même qui est très très importante à considérer, c'est la différence qu'il y a entre l'état de carence, on connaît tous l'état de carence, et la déficience. Hein. L'état de carence, c'est clairement documenté. Hein. Vous avez plein de maladies de carence hein, liées à un manque de micronutriments. Hein. Et ça va aboutir à ce qu'on appelle des pathologies dites de carence. J'en ai déjà évoqué 2, hein, par exemple le scorbut pour la vitamine C, l'anémie pour le fer, etc., etc. Donc ça, c'est clairement documenté, l'état de carence, et cette carence peut aboutir au décès de la personne. Donc, on fait gaffe. Et vous avez un autre état de manque qu'on appelle la déficience, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas franchement en carence, mais que globalement, on n'est quand même pas suffisamment à des statuts qui sont pas suffisamment élevés, si bien que nos grandes enzymes, nos grandes fonctions peuvent dysfonctionner. Hein. Et on va parler là de ce qu'on appelle de signes fonctionnels. Alors, je vous ai mis ici quelques maladies de carence, donc le fer, l'anémie, l'iode, on a le goitre, hein, vous savez, quand on a un épaississement de la base du cou, le crétinisme des Alpes, la vitamine A, ça va donner ce qu'on appelle des xérophthalmies, c'est-à-dire une cécité nocturne, quand même. Hein. La vitamine D, ça donne pour les enfants ce qu'on appelle le rachitisme, et pour les adultes, on va parler d'ostéomalacie qui est moins connue. La carence en B1, ça donne le beriberi. La carence en B3, ça donne la pélague. La pélague, c'était une maladie terrible. On appelle ça, je crois que c'est bien la pélague, hein, la maladie des 3D. Donc, c'était démence, dermite et diarrhée, je crois. Bon, c'était un truc terrible. Et la vitamine B12, l'anémie mégaloblastique. La vitamine C, c'est le scorbut. Hein, et il y avait des décès terribles. Donc, vous voyez, c'est des choses très, très bien connues. Alors, j'ai vu qu'il y avait une petite question.
Tess qui dit: «Les oméga 3 sont sensibles à la chaleur car j'aime beaucoup les conserves de maquereaux». Alors, ça c'est des questions qu'on a beaucoup posées aussi parce qu'effectivement dans les petits poissons gras comme les maquereaux, les sardines, on a des oméga 3. Visiblement, le mode de fabrication de la conserve n'altère pas ou pas trop, les acides gras. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Mais à la limite, vous pouvez toujours les conserver au frigo, hein. C'est pareil, quand il fait vraiment chaud, les capsules d'oméga 3, il vaut mieux les mettre au frigo pour qu'elles se conservent mieux, hein. Toutefois, sachez quand même que dans les capsules, il y a beaucoup de vitamine E, qui est un antioxydant qui vise justement à éviter ce problème. Maintenant, parlons des déficiences. Alors, les déficiences, c'est beaucoup plus complexe à repérer, je vous l'avais dit, hein, et parce que les symptômes ne vont pas, les signes ne vont pas être aussi spécifiques que lors des carences, hein. Et bah, je peux vous donner par exemple la fatigue est un signe de carence. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Le rhume des foins peut presque être un signe de carence. Il y a plein de petits signes comme ça, qui le prendre du poids. Prendre du poids est un signe de déficience, pas de carence, de déficience. Et donc vous voyez, c'est pas du tout spécifique, il peut y avoir 1001 raisons et donc du coup, on est un peu embêté. Alors, du coup, pour essayer quand même de toucher ça du doigt, il y a eu plein d'études qui ont été faites. Alors malheureusement, il y en a pas de récentes, elles datent des années 80. Mais très souvent, hein, on a remarqué que les apports journaliers recommandés ne sont pas toujours présents dans l'alimentation et je vais vous montrer. Malheureusement, c'est des études un petit peu anciennes. Alors, il y a quand même, le rapport du Haut Comité à la santé, qui a été publié en 2020, hein, qui montre que alors ça, c'est un truc officiel quand même, hein, et je vous ai mis le petit lien si vous voulez aller jeter un coup d'œil, que l'évolution de l'alimentation en France tend à une réduction des apports en de nombreux micronutriments. Et là, j'ai repris vraiment les termes stricto sensu, en raison d'une baisse des apports caloriques d'une part, mais aussi en raison de la modification de la ration, c'est-à-dire de la prise de plus en plus importante d'aliments fournissant ce qu'on appelle des calories vides. Alors, qu'est-ce que c'est un truc? Eh bien, par exemple, c'est le McDo. Ça, ce sont des calories vides, c'est-à-dire qu'on a, effectivement, on a des glucides, on a des protéines, on a des lipides, mais il n'y a aucune vitamine, il n'y a rien du tout, hein. Et ça va avoir une importance très forte dans notre santé et dans même ou simplement dans notre fonctionnement. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Alors, vous avez donc cette étude. Alors, je suis désolée, mais elles ne sont pas récentes et j'en ai pas retrouvé de récentes. Pourtant, j'ai cherché, hein. Donc, en 1986, vous avez l'étude SVITAF qui a été faite donc en France, hein, qui montrait donc que de nombreux Français ont des apports en vitamines et en minéraux inférieurs à ce qu'on appelle les apports journaliers recommandés. C'est quoi ces apports journaliers recommandés? Ce sont des apports qui permettent d'éviter les problèmes de santé, en particulier les maladies de carence. Et vous voyez là, hein, vous avez ici la vitamine B1 par exemple, où on voit que les femmes, il y a 70% des femmes qui n'ont pas les apports, 80% des hommes. C'est vrai pour la B2, c'est vrai pour la B9, c'est vrai pour la vitamine D, mais ça c'est beaucoup plus connu. Mais les vitamines du groupe B, elles sont super importantes. Il y a d'autres études qui montrent exactement... Alors, si ça vous intéresse, vous remarquerez que je vous ai mis à chaque fois les liens ici en bas sur les différentes études, hein, si vous voulez aller voir ça, parce que c'est intéressant. En 1986, il y a une autre étude assez similaire en Bourgogne qui a été pratiquée, qui montre à peu près les mêmes résultats. En 1991, vous avez la fameuse étude du Val-de-Marne qui a été faite par Serge Ekberg de l'INFERM, qui confirme aussi ces résultats. Et d'ailleurs, je vous l'ai mis juste en bas ici. Voilà. Et voilà, et ça c'est en France, mais il y a aussi en Europe, puis il y a aussi aux États-Unis, avec toujours le même constat, c'est-à-dire que globalement, la population, hein, n'a pas les apports journaliers recommandés, c'est-à-dire qu'il y a des déficiences dans la population. Et l'un des cas les plus emblématiques, ben, c'est la vitamine D. Et là, même maintenant, nos médecins commencent à donner de la vitamine D à tire-larigot, pas toujours bien d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre histoire, parce que justement, les gens sont très très carencés. Et je vais vous donner un exemple, je vois ma fille qui travaille malheureusement de nuit, elle prend de la vitamine D tous les jours, bon, parce qu'elle suit, et elle en prend de bonnes doses. Et lorsqu'elle a fait sa prise de sang pour vérifier son statut, ben, elle est carrément dans les chaussettes. Donc, on peut se poser des questions aussi, de dire, mais attends, il y a quand même un problème. Ah, Nadège qui dit comment diminuer une anémie lorsqu'on ne supporte aucun traitement. Ah, ça, c'est toujours un vrai problème. Oui, oui, je comprends tout à fait. On reparlera du fer, hein.
On va en parler puisque je vais en parler là tout à l'heure. Alors, donc je vous ai mis des études quand même qui ont été faites un peu de nos jours, hein, et vous voyez que là, dans cette étude qui date de 2010, bon c'est pas très, très récent mais voilà, la prévalence de la carence en micronutriments dans les régimes alimentaires populaires, donc ça c'est aux États-Unis, hein, et alors je vais regarder, pardonnez-moi, mais je vais regarder là, parce que là je vois plus très bien. Et vous voyez, donc ils disent que la recherche a montré que la carence en micronutriments est scientifiquement liée à un risque plus élevé de surpoids et d'obésité. Avec plus des 2 tiers de la population américaine en surpoids ou obèse, des recherches montrent qu'un tiers suivent un régime alimentaire à un moment donné. Il est nécessaire de déterminer si les régimes alimentaires actuels pourraient protéger les adeptes d'une carence en micronutriments fournissant 27 micronutriments. Donc ils se posent la question. C'est bien, hein, c'est la FDA, c'est bien. Ça, je vous le montrerai après. Là, vous avez une étude qui a été faite de 2022, hein, on a la date ici, voilà. Je vais mettre ma petite mimine, ce sera mieux pour vous, hein. Et vous voyez que dans cette étude, il y a une prévalence des carences en micronutriments chez les patients hospitalisés pour Covid-19. Et donc, c'est une étude, hein, qui montre que les carences en micronutriments étaient très répandues, principalement pour le sélénium, la vitamine D, la vitamine A et le zinc. Il y a une forte proportion de patients présentant de multiples carences et il y a des corrélations entre les différents niveaux de micronutriments. Il est important de noter que nos résultats indiquent que les carences en micronutriments sont associées à des cours cliniques plus graves de Covid-19, hein, et des résultats plus mauvais, en particulier avec de faibles niveaux d'acide folique, de vitamine A et de zinc. Et c'est vrai qu'il avait été dit effectivement que l'un des facteurs, je dirais, aggravants du Covid, c'est la carence en vitamine D. Donc voilà. Cette étude, alors malheureusement, elle est en anglais, où il montre justement que dans la population, il y a de grosses carences en micronutriments aux États-Unis, qui est récente. Et enfin, c'est la même étude, c'est la conclusion, parce que sinon, j'avais pas assez de place, hein. Le risque de carence en vitamines ou d'anémie est fréquent aux États-Unis, et en particulier chez les femmes, les noirs non hispaniques, les personnes à faible statut socio-économique, etc. C'est ceux qui mangent le plus mal, en fait, hein. Donc voilà. Alors, on peut se dire, bon, d'accord, tu nous dis ça, Catherine, t'es bien mimi, mais comment expliquer, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, alors que on est dans des pays riches, qu'on n'a jamais eu autant, une abondance autant importante d'aliments, on se retrouve dans une situation de malnutrition? Parce que globalement, on est dans une situation de malnutrition, hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors pour l'anémie, Nadège, j'en reparlerai, hein. Moi je donne jamais de conseils comme ça, dire oh faut prendre ci, faut prendre ça, parce que on ne sait pas quel est le terrain, jamais. Et donc pour voir le terrain, il faut déjà poser des petites questions, etc. Il faut faire un petit peu le tour de la question, donc je vais en reparler, d'accord. Euh, donc quelles sont les déficiences et pourquoi? Alors, donc, il y a plein de causes de déficience. Et je vais les lister les uns après les autres. Premièrement, l'appauvrissement des sols. C'est-à-dire que lorsque vous mettez des plantes, hein, et qu'elles poussent à coup de pesticides, à coup de produits chimiques, etc., ça a un impact aussi sur le sol. Les sols deviennent complètement pauvres, plus du tout riches on voit plus de vers de terre, hein. Vous verrez, la terre de mon jardin, c'est blindé de vers de terre, mais j'y fais rien dans mon jardin. Et là, du coup, donc, il y en a un appauvrissement de la terre. Du coup, le légume qui va pousser dedans, ben, il va avoir lui-même moins de micronutriments. Donc, ça a un impact sur nous. Les cultures sous serre, pourquoi? Ben, figurez-vous que la plante, je vais enfoncer une porte ouverte, mais j'aime bien cette histoire-là, hein, c'est que la petite plante, elle a ses petites papates dans la terre, voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand elle prend le soleil sur la tronche, si vous me permettez l'expression, elle ne peut pas bouger. Quand il y a trop de soleil, hein, et ben on met un parasol ou on se met à l'ombre. Ben, la plante, elle peut pas. Donc, il faut elle a appris à se, comment dirais-je, à se défendre différemment. Et comment elle fait pour se défendre différemment? Eh bien, elle va mettre en place tout un tas d'armes chimiques propre à se défendre. Et en particulier la chlorophylle, qui est un puissant antioxydant, qui va lui permettre de bien supporter le soleil. D'accord?
Donc ça, c'est un aspect. Mais elle va faire plein d'autres, métabolites qui vont lui permettre de se défendre, déjà du soleil, mais aussi, de se défendre des microbes parce que sous serre, c'est presque un environnement stérile. Elle a rien à faire et comme elle a rien à faire, ben elle fait rien et comme elle fait rien, et ben, elle est beaucoup plus pauvre en micronutriments. Le mode des préparations des aliments, ça va être important. La cuisson, la réfrigération, s'ils ont été cueillis à maturité ou pas. La conservation des aliments, si la cuisson a été longue ou pas. Si, par exemple, je vous donne un exemple, là, j'ai été acheter, des carottes, sur